Lorsque la riche veuve Helena Hartwell a offert à Tom Brennan, un père célibataire, 500 acres de terre en échange d'une nuit de compagnie, il l'a choqué en demandant quelque chose qui valait bien plus que de la terre ou de l'or. La lettre est arrivée un mardi matin alors que Tom Brennan était déjà en retard pour tout ce qui comptait. Sa fille, Lucy, se tenait près de la table de la cuisine, dans sa robe du dimanche, la seule chose propre qu'elle possédait. Tandis que le petit déjeuner brûlait sur la cuisinière et que le coq chantait comme si le monde touchait à sa fin, Tom a pris l'enveloppe des petites mains de la fillette, remarquant le papier coûteux et l'écriture soignée qui épelait son nom dans des lettres trop élégantes pour un homme qui n'avait pas vu d'élégance depuis 3 ans. Lucie a tiré sur sa manche avec la persistance d'une fillette de 6 ans qui comprenait que les adultes oubliaient et parfois des choses importantes comme manger et respirer lorsque des papiers avec une écriture élégante arrivaient. Retamos, llamarse. Papa, les œufs refont ce bruit de colère, a-t-elle dit, sa voix portant la douce autorité qu'elle avait apprise en le regardant jongler avec trop de responsabilité, avec trop peu de mains. Tom a retourné les œufs, d'une main tout en déchirant l'enveloppe de l'autre, une compétence qu'il avait maîtrisée depuis que Martha était morte et l'avait laissé se débrouiller pour être à la fois mère et père pour une petite fille qui posait des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. La lettre était brève, écrite de la même main élégante qui avait adressé l'enveloppe. Madame Helena Hartwell demandait sa présence au manoir Hartwell ce soir-là pour discuter d'une proposition d'affaires qui leur serait mutuellement bénéfique. Elle avait entendu parler de sa situation par des connaissances communes et pensait pouvoir lui offrir une opportunité qui changerait l'avenir de sa fille pour toujours. Tom a lu la lettre 2 fois, pendant que Lucie arrangeait ses œufs en un visage souriant sur son assiette, fredonnant la chanson que Martha chantait en lui tressant les cheveux. La mélodie le frappait toujours comme un coup de poing dans la poitrine. Mais il avait appris à respirer à travers cela car Lucie avait besoin des chansons de sa mère, même s'il ne pouvait pas les supporter. Helena Hartwell était la veuve la plus riche de 3 comtés, une femme à qui son mari avait laissé plus d'argent que la plupart des hommes n'envoyaient en 10 vies. Elle vivait seule dans un manoir qui surplombait la vallée comme un château surplombant des paysans. Et tout le monde à Millbrook chuchotait à son sujet avec le mélange de respect et d'envie réservé aux gens qui pouvaient acheter et vendre des villes entières sans vérifier leur solde bancaire. « Qu'est-ce que dit ce papier, papa ?» a demandé Lucie entre 2 bouchées d'œufs. Ses yeux sombres, les yeux de Martha, le regardèrent avec l'attention prudente d'une enfant qui avait appris à lire les humeurs de son père comme des schémas météorologiques. Tom a plié la lettre et l'a glissée dans sa poche de chemise juste au-dessus de son cœur, là où la dernière lettre de Martha vivait encore, usée à force d'être manipulée pendant 3 ans. « Juste des affaires, ma chérie. Rien qui ne t'inquiète, a dit Tom. Mais l'expression de Lucie lui a dit qu'elle n'achetait pas plus sa réassurance qu'elle n'avait acheté son explication sur la raison pour laquelle il mangeait des haricots et du pain de maïs pour le dîner 3 soirs de suite. Elle était intelligente comme sa mère, parfois trop intelligente pour son propre bien. La marche vers l'école les a conduits devant le domaine Hartwell et Tom s'est retrouvé à fixer les imposantes portes en fer qui séparaient les riches de tous les autres à Millbrook. Le manoir au-delà était tout de colonnes blanches et de fenêtres brillantes, entouré de jardins qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que ce que Tom gagnait en 1 an. Lucie sautillait à côté de lui, bavardant à propos de la nouvelle poupée de son amie Annie, et de la façon dont elle avait dit à Annie que les poupées étaient là pour les bébés, même si elle en voulait secrètement une plus que tout au monde. Tom a entendu le désir dans sa voix, la façon prudente dont elle parlait du désir de choses qu'il ne pouvait pas se permettre, et sa poitrine s'est serrée avec la douleur familière de ne pas pouvoir donner à sa fille l'enfance qu'elle méritait. Madame Patterson dit « Si je continue à travailler dur sur mes lettres, je pourrais un jour être assez intelligente pour l'académie de Carson City », a dit Lucie alors qu'ils atteignaient l'école. Sa voix portait l'espoir et le doute à parts égales. La voix d'une enfant qui avait appris que les rêves étaient des choses dangereuses qui pouvaient vous briser le cœur si vous les teniez trop fort. Tom s'est agenouillé à sa hauteur, redressant le ruban dans ses cheveux qu'elle avait insisté pour porter, même s'il était effiloché et délavé. « Tu es déjà assez intelligente pour aller partout où tu veux, petit oiseau. Ne laisse personne te dire le contraire, » a-t-il dit. Lucie a jeté ses bras autour de son cou avec l'amour féroce d'une enfant qui comprenait que son père se battait dans des batailles qu'elle ne pouvait pas voir, et Tom l'a serré fort, respirant le parfum de savon et de soleil qui s'accrochait toujours à ses cheveux. La journée a traîné avec la lenteur cruelle du temps mesuré par l'inquiétude et le doute.
Tom travaillait à la scierie de Morrison, chargeant des chariots et coupant des planches, tandis que son esprit vagabondait vers la lettre d'Helena Hartwell, et quelle proposition d'affaires pouvait bien impliquer un homme qui ne possédait rien d'autre que des dettes et de la détermination. Les autres travailleurs parlaient autour de lui de leurs projets pour le samedi soir, de la danse à la grange de Peterson et des filles qui pourraient être prêtes à sortir prendre l'air. Mais Tom n'avait aucun intérêt pour leur camaraderie facile. Il était seul depuis 3 ans maintenant, et la solitude était devenue aussi familière que les callosités sur ses mains. Quand le soir est venu, Tom a marché sur le chemin sinueux vers le manoir Hartwell avec sa meilleure chemise repassée et ses bottes cirées, se sentant comme un mendiant approchant d'un trône. Le majordome qui a ouvert la porte était un homme mince et désapprobateur qui a regardé les vêtements modestes de Tom avec une sorte de dédain habituellement réservé à quelque chose de désagréable collé au fond d'une chaussure. « Madame Hartwell attend dans le salon », a dit le majordome, sa voix portant toute la chaleur d'une matinée de janvier. « Veuillez me suivre et essayez de ne rien toucher. » Le salon était plus grand que toute la maison de Tom, rempli de meubles qui coûtaient probablement plus cher que ce qu'il gagnerait en 5 ans. Helena Hartwell était assise près de la cheminée comme une reine tenant une cour, ses cheveux argentés parfaitement arrangés, et sa robe bleue valant probablement plus que le cheval de Tom. Elle était belle de la manière dont l'argent pouvait rendre une femme belle, parfaitement entretenue, élégamment vêtue et entourée de luxe qui adoucissait les bords du vieillissement. Mais ses yeux contenaient bien quelque chose que Tom reconnaissait, une solitude que tout l'argent du monde ne pouvait guérir. « Monsieur Brennan », a-t-elle dit, se levant avec une grâce exercée. « Merci d'être venu, veuillez vous asseoir. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Tom s'est perché sur le bord d'une chaise qui semblait pouvoir se casser s'il respirait trop fort, ses mains soigneusement repliées sur ses genoux. « Madame », a-t-il dit simplement, car il avait appris que parfois la meilleure réponse était de ne pas répondre du tout jusqu'à ce que vous compreniez à quel jeu on jouait. Helena s'est versé un verre de vin d'une carafe en cristal qui captait la lumière du feu comme des étoiles capturées. Elle a offert un verre à Tom, mais il a refusé d'un hochement de tête. Il avait besoin de ses esprits pour tout ce qui allait arriver. « Je vais être direct, monsieur Brennan, car je crois que la franchise fait gagner du temps et prévient les malentendus, » a-t-elle dit. « Je suis une veuve, comme vous le savez sûrement. Mon mari est mort il y a 5 ans et m'a laissé très bien pourvu. Mais le confort et la compagnie sont 2 choses entièrement différentes. » Elle a fait une pause, étudiant son visage pour une réaction. « Je vous offre 500 acres de terres agricoles de première qualité en échange d'une nuit de votre compagnie. Rien de plus, rien de moins. Une nuit où je n'ai pas à dîner seul ou à écouter le silence qui remplit cette maison comme une chose vivante. » Les mots ont frappé Tom comme un coup physique. 500 acres changeraient donc tout. Lucie pourrait avoir de nouvelles robes, une vraie éducation, un avenir qui s'étendrait au-delà de la simple survie. Il pourrait construire une vraie maison au lieu de la cabane de 2 pièces qui fuyait quand il pleuvait et laissait entrer chaque vent d'hiver. Lucie pourrait avoir les poupées qu'elle faisait semblant de ne pas vouloir, et des livres pour nourrir la faim d'apprendre qui brûlait en elle comme une flamme. « Madame », a dit Tom avec prudence, sa voix stable malgré le tumulte dans sa poitrine. « C'est très généreux, mais j'ai besoin de demander, qu'attendez-vous exactement de cette nuit de compagnie ?» Le sourire d'Helena était triste et savant, le sourire d'une femme qui avait appris que tout dans la vie avait un prix et que la plupart des gens étaient l'emprêt à le payer. Je m'attends à une conversation pendant le dîner avec quelqu'un qui me voit comme plus qu'une source de dons de charité. Je m'attends à danser sur une musique qui ne résonne pas simplement dans une salle de bal vide. Je m'attends à me souvenir de ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui dit bonne nuit et qui le pense. Sa voix portait le poids de 5 années d'isolement, 5 années passées entourées de domestiques payés pour être polis et de voisins qui ne rendaient en visite que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je ne vous demande pas de m'aimer, monsieur Brennan. Je vous demande de m'aider à me souvenir de ce que c'était de se sentir vivante au lieu de simplement exister. Le feu a crépité dans le silence qui a suivi, et Tom a senti le poids de la décision se déposer sur ses épaules comme une montagne. 500 acres. Plus de terre que son père n'en avait jamais rêvé de posséder. Assez pour construire quelque chose de durable, quelque chose qu'il pourrait transmettre à Lucie quand elle serait grande. Mais Tom avait appris que certains prix étaient trop élevés à payer, peu importe à quel point vous aviez désespérément besoin de ce qui était offert. Madame Hartwell, a-t-il dit lentement, sa voix portant la force tranquille qui l'avait aidé à traverser 3 années de monoparentalité.
J'apprécie votre offre plus que vous ne le savez. 500 acres changeraient sur la vie de ma fille de manière que je ne peux même pas imaginer, mais je ne peux pas l'accepter. La maîtrise d'Helena s'est fissurée juste un peu, la surprise vacillant sur ses traits élégants comme un éclair dans un ciel clair. « Vous refusez » a-t-elle demandé, sa voix portant l'incrédulité que quiconque refuserait une telle générosité. « Monsieur Brennan, peut-être ne comprenez-vous pas ce que je vous offre. 500 acres des meilleures terres agricoles du comté. Assez pour vous rendre riche et donner à votre fille tout ce qu'elle pourrait désirer. » Tom s'est levé, ses mains stables, malgré l'ampleur de ce qu'il était sur le point de dire. « Madame, je comprends exactement ce que vous offrez, et je comprends exactement ce que vous demandez en retour. Mais ce que je veux vous demander, c'est ceci. Voudriez-vous envisager de me laisser vous courtiser correctement à la place ? Pas pour une nuit, pas pour de la terre ou de l'argent, mais parce que la solitude est quelque chose qu'aucun de nous ne devrait avoir à porter seul. » Le silence qui a suivi était si complet que Tom pouvait entendre son propre cœur battre. Helena Hartwell la regardait comme s'il avait parlé une langue étrangère, comme si le concept de quelqu'un qui voulait sa compagnie sans attendre de paiement était au-delà de sa compréhension. Son verre de vin a tremblé dans sa main et, pendant un instant, Tom a vu au-delà de la façade élégante la femme en dessous, solitaire, vulnérable, et si surprise par une gentillesse authentique qu'elle ne savait pas comment répondre. « Vous voulez me courtiser ?» a-t-elle dit finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous refusez 500 acres pour me demander si vous pouvez me courtiser ?» Tom a hoché la tête, ses yeux rencontrant les siens avec une honnêteté stable. « Oui, madame. »« C'est exactement ce que je demande, » a dit Tom, sa voix portant la conviction tranquille d'un homme qui avait appris que les décisions les plus importantes étaient souvent les plus difficiles à prendre. Helena a posé son verre de vin avec des doigts, tremblants, le cristal faisant un doux tintement contre la table de marbre, qui semblait résonner dans la vaste pièce comme une cloche sonnant la fin de quelque chose. Elle a marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur ces jardins parfaitement entretenus, sa silhouette encadrée contre la lumière mourante du soir, et Tom pouvait voir la ligne rigide de ses épaules, la façon prudente dont elle se tenait, comme si un faux pas pouvait briser toute la maîtrise qu'il lui restait. « Monsieur Brennan » a-t-elle dit sans se retourner, sa voix portant le contrôle prudent d'une femme qui avait passé des années à apprendre à cacher ses vrais sentiments derrière des couches de bienséance et d'attente sociale. « Je pense que vous ne comprenez pas la nature de mon offre. Il ne s'agit pas de romance ou de cour ou de l'un des jolis mots que les gens utilisent pour habiller la solitude. C'est un arrangement d'affaires, pur et simple. Je vous offre quelque chose dont vous avez besoin en échange de quelque chose dont j'ai besoin. C'est honnête, direct et bénéfique pour les deux parties. » Mais Tom a entendu le tremblement sous ces mots posés, la façon dont sa voix s'est légèrement cassée sur le mot « solitude », comme si elle avait révélé plus qu'elle n'avait l'intention de le faire. Tom s'est rapproché de la fenêtre, veillant à ne pas envahir son espace, mais assez près pour qu'elle puisse entendre la sincérité dans sa voix quand il a parlé. « Madame Hartwell, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est vous qui ne comprenez pas, » a dit Tom. Vous dites que c'est une question d'affaires, mais les affaires ne font pas trembler vos mains lorsque vous versez du vin. Les affaires ne vous font pas regarder par les fenêtres comme si vous cherchiez quelque chose que vous avez perdu. Vous ne m'offrez pas de la terre pour une nuit parce que vous avez besoin d'un partenaire d'affaires. Vous l'offrez parce que vous êtes si seul que cela vous ronge, et vous pensez qu'acheter de la compagnie est plus sûr que de risquer une vraie connexion. Le reflet d'Helena dans la vitre de la fenêtre montrait une femme prise entre l'espoir et la terreur, entre la sécurité de son isolement et la possibilité dangereuse de laisser quelqu'un la voir telle qu'elle était vraiment. « Vous ne savez rien de ma vie », a dit Helena. Mais sa voix manquait de conviction, comme si elle argumentait contre quelque chose qu'elle voulait désespérément croire. « Vous ne savez pas ce que c'est de se réveiller chaque matin dans une maison si silencieuse que vous pouvez entendre votre propre cœur battre. De manger des repas seul pendant que les domestiques planent sur les bords en faisant semblant de ne pas vous voir vous parler à vous-même juste pour entendre une voix humaine. Vous ne savez pas ce que c'est de voir les gens vous regarder et de ne voir que des signes de dollars, de vous demander si quelqu'un remarquerait si vous disparaissiez simplement un jour. Ces mots sont venus plus vite maintenant, des années de solitude refoulées se déversant comme de l'eau d'un barrage brisé. Tom a senti son cœur se briser un peu pour cette femme qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter et rien de ce qui comptait. Vous avez raison. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que c'est de perdre quelqu'un que vous aimez et de se sentir comme si vous vous noyiez dans le silence qu'ils ont laissé derrière eux. Je sais ce que c'est de se coucher tous les soirs en se demandant si vous agissez bien pour les gens qui dépendent de vous. Je sais ce que c'est d'être si fatigué de tout porter seul que certains jours vous pouvez à peine sortir du lit.
Elena s'est alors tournée de la fenêtre, son masque soigneusement composé glissant pour révéler la vulnérabilité brute en dessous, et Tom a vu que ses yeux étaient brillants de larmes non versées. « Mon mari », a chuchoté Elena, sa voix se brisant légèrement sur les mots. « Frédéric était mon meilleur ami avant d'être mon mari. Nous parlions de tout, de livres, de politique, de rêves que nous avions pour l'avenir. Il me lisait tous les soirs après le dîner, et nous nous disputions à propos des personnages comme s'ils étaient de vraies personnes que nous connaissions. Après sa mort, j'ai continué à acheter des livres, à mettre 2 places à table par habitude. Les domestiques pensaient avant que je perdesse la tête, et peut-être que c'était le cas. Peut-être que je le suis toujours. » Elle a ri, mais c'était un son dénué d'humour, le rire de quelqu'un qui avait appris que l'alternative au rire était de sangloter jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Tom voulait la toucher, lui offrir le simple réconfort du contact humain, mais il a senti qu'Elena Hartwell était comme un animal sauvage qui avait été blessé tant de fois que la gentillesse ressemblait à un autre piège. « Madame Hartwell, puis-je vous demander quelque chose ?» Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux avec le revers de sa main dans un geste si inconsciemment vulnérable qu'il a fait mal à la poitrine de Tom. Quand est-ce que quelqu'un vous a demandé pour la dernière fois comment vous vous sentiez et a réellement attendu d'entendre la réponse ? Quand est-ce que quelqu'un vous a regardé et a vu Elena au lieu de l'argent de Madame Hartwell ? Elena a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, son visage passant par la confusion, la douleur et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Je ne me souviens pas », a-t-elle admis finalement, les mots sortant si doucement que Tom a dû se forcer pour les entendre. Cela fait si longtemps que quelqu'un ne s'est pas soucié de mes pensées ou de mes sentiments au lieu de ce que je pouvais faire pour eux. Même ma propre famille. Ma sœur vient 2 fois par an et passe tout le temps à faire allusion aux entreprises de son mari et à la façon dont un petit investissement pourrait les aider à se développer. Mon neveu écrit des lettres demandant de l'argent pour financer ses dettes de jeu, promettant toujours que c'est la dernière fois. Tout le monde veut quelque chose, et je m'y suis tellement habitué que quand vous êtes entré ici ce soir, j'ai juste supposé que vous seriez pareil. Tom a ressenti une vague de colère envers chaque personne qui traitait cette femme comme un guichet ambulant au lieu d'un être humain avec des sentiments, des besoins et des rêves. « Madame, je ne vais pas vous mentir. J'ai besoin de cette terre plus que je n'ai jamais eu besoin de quoi que ce soit dans ma vie. Ma fille mérite mieux que ce que je peux lui donner en ce moment. Et 500 acres résoudraient tous les problèmes que nous avons. Mais pas comme ça. Pas en vous traitant comme une transaction au lieu d'une personne. Si vous êtes prête à me laisser essayer, j'aimerais vous montrer ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui se soucie d'Elena Hartwell au lieu de sa fortune. » Elena l'a regardé pendant un long moment, ses yeux bleus cherchant sur son visage le mensonge auquel elle avait appris à s'attendre de tout le monde dans sa vie. « Vous êtes sérieux » a-t-elle dit. Et ce n'était pas une question, mais une déclaration remplie d'émerveillement, comme si le concept d'un intérêt sincère était si étranger qu'elle pouvait à peine le comprendre. « Vous refusez 500 acres pour me demander si vous pouvez me courtiser ? Une femme qui a 15 ans de plus que vous, qui vient avec plus de bagages qu'un wagon de chemin de fer, qui ne se souvient même plus comment avoir une conversation normale ?» Tom a souri alors, le premier sourire sincère qu'il avait porté depuis qu'il était entré dans le manoir. « Madame, j'ai 32 ans. J'élève une fille de 6 ans tout seul, et je n'ai pas eu de vraie conversation avec un autre adulte depuis si longtemps que je me surprends parfois à parler à mon cheval juste pour m'entraîner. Si nous parlons de bagages, je dirais que nous sommes probablement à égalité. » Elena a ri alors, un vrai rire qui a transformé son visage et a fait voir à Tom la femme qu'elle devait avoir été avant que la solitude ne sculpte des lignes autour de ses yeux. « Votre cheval donne probablement de meilleurs conseils que la plupart des gens que je connais, » a-t-elle dit. Et Tom a été ravi d'entendre un humour authentique dans sa voix au lieu de la politesse cassante qu'elle portait comme une armure. « Vous seriez surpris de voir à quel point Storm est bon pour écouter les problèmes. Il n'est-il pas très doué pour offrir des solutions, mais il est excellent pour ne pas juger quand je fais des erreurs. » Tom était retourné à sa chaise, s'installant plus confortablement maintenant que le prétexte formel avait été retiré. « Madame Hartwell, si vous le voulez bien, j'aimerais recommencer. Pas avec des propositions d'affaires ou des accords fonciers, mais avec 2 personnes qui ont toutes 2 appris que la vie peut être assez solitaire quand on porte tout seul. » Elena est retournée à sa propre chaise, et Tom a remarqué qu'elle s'asseyait différemment maintenant, moins comme si elle posait pour un portrait, et plus comme si elle s'installait pour une vraie conversation. « Elena, » a-t-elle dit soudainement, « si nous recommençons, vous devriez m'appeler Elena. Madame Hartwell était la femme de Frédéric, et elle est morte avec lui il y a 5 ans. Je suis toujours en train de découvrir qui Elena est censée être.
Tom a senti quelque chose bouger dans l'air entre eux, un pont hésitant se construisant à travers le gouffre de leur solitude séparée. « Elena » a-t-il répété, goûtant son nom comme quelque chose de précieux. « Je suis Tom, pas Monsieur Brennan, pas l'homme qui a besoin de votre terre, juste Tom, père de Lucy, un veuf, et quelqu'un qui a oublié comment avoir une conversation pendant le dîner qui n'implique pas d'expliquer pourquoi les légumes sont importants. » Elena a souri à nouveau, et cette fois-ci, cela a atteint ses yeux. « Depuis combien de temps votre femme est-elle décédée ?» La question était douce, posée avec la compréhension de quelqu'un qui savait que le deuil était un pays avec sa propre langue et ses propres coutumes. « Il y a 3 ans le mois dernier. Martha est trop morte en accouchant, des complications qu'ils n'ont pas pu régler. Lucy a vécu mais à peine, et pendant la première année, j'étais si terrifié de la perdre aussi que je dormais à peine. J'ai passé plus de temps à la regarder respirer que je n'en ai passé à dormir. » La voix de Tom portait le poids d'une vieille douleur, du genre qui s'était installée dans ses os et était devenue une partie de qui il était. « Je suis désolé », a dit Elena, et Tom pouvait entendre qu'elle le pensait. « Perdre quelqu'un que vous aimez change tout, n'est-ce pas ? » Le monde entier continue de bouger, comme si rien ne s'était passé, mais à l'intérieur, vous êtes toujours debout à ce moment où tout a éclaté. Tom a hoché la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. Martha disait toujours que le deuil était l'amour qui n'avait nulle part où aller. Je pensais que c'était juste quelque chose de joli à dire, mais maintenant je comprends ce qu'elle voulait dire. Vous continuez à les aimer, mais ils ne sont plus là pour le recevoir, alors ils restent juste à l'intérieur de vous comme un poids que vous ne pouvez pas déposer. Elena s'est penchée en avant, ses yeux brillants de compréhension. « Edro, c'était 35. Frédéric disait que je m'inquiétais trop pour demain et pas assez pour aujourd'hui. Il me trouvait en train de faire des listes de choses qui devaient être faites, des plans pour la semaine prochaine ou le mois prochain. Et il me prenait le stylo des mains et me demandait ce que je voulais faire tout de suite à ce moment précis. Je n'ai pas pensé à aujourd'hui depuis des années. J'ai juste existé, attendant que demain soit d'une manière ou d'une autre différent d'hier. » Elle a fait une pause, étudiant le visage de Tom avec un nouvel intérêt. « Qu'est-ce que vous vouliez faire aujourd'hui, Tom ? Avant de recevoir ma lettre, avant d'entrer dans cette maison, qu'est-ce que vous vouliez ?» La question a pris Tom au dépourvu parce que cela faisait si longtemps que quelqu'un ne lui avait pas posé de questions sur ses désirs, au lieu de ses besoins. « Je voulais emmener Lucy pêcher au ruisseau de Miller. Elle me le demande depuis des semaines, mais il y a toujours quelque chose d'autre à faire. Le travail, les tâches de ménagère, réparer des choses qui se cassent plus vite que je ne peux les réparer. Je lui dis toujours que nous irons demain, mais demain ne semble jamais venir. » Il a ressenti une familiarité de culpabilité à l'aveu, le poids constant d'être une personne essayant de faire le travail de deux. « Pourquoi ne le faites-vous pas ?» a demandé Elena simplement. « Pourquoi ne l'emmenez-vous pas pêcher demain ?» Tom a failli rire de l'innocence de la question, mais quelque chose dans l'expression d'Elena l'a arrêté. Elle ne demandait pas pour être polie ou parce qu'elle pensait que c'était ce qu'il voulait entendre. Elle demandait parce qu'elle voulait sincèrement savoir. Et Tom a réalisé que cela faisait des années que personne n'avait montré un réel intérêt pour sa vie au-delà de ce qu'il pouvait leur fournir. Parce que le ruisseau de Miller est à une demi-journée de route de la ville et je ne peux pas me permettre de perdre le salaire de mon absence de travail. Parce que Lucy a plus besoin de nouvelles chaussures que de sorties de pêche. Et parce que je me suis tellement habitué à tout mettre en premier que j'ai oublié comment passer simplement du temps avec ma fille sans me sentir coupable. Les mots sont sortis plus lourdement que Tom ne l'avait prévu, pesant avec 3 ans de sacrifices accumulés et de renoncements. Elena était restée silencieuse un instant, ses doigts traçant le bord de son verre de vin alors qu'elle considérait sa réponse. « Et si je vous disais que je possède le ruisseau de Miller ?» a dit Elena soudainement, sa voix portant un soupçon de malice qui a transformé son visage à nouveau. « Et je font pas croire ? Et si je vous disais que demain est samedi et que je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai passé une journée à l'extérieur au lieu de me promener dans cette maison comme un fantôme ? Et si je suggérais que peut-être nous pourrions tous utiliser une journée de pêche et nous souvenir de ce que ça fait de vouloir quelque chose de simple juste parce que ça nous rend heureux ? » Tom l'a regardé, certain d'avoir mal entendu. « Madame Elena, vous suggérez que vous veniez pêcher avec Lucy et moi ? » ?»« Pourquoi pas ?» a demandé Elena, et Tom pouvait voir l'excitation monter dans ses yeux, la première vraie animation qu'il avait vue depuis qu'il l'avait rencontrée. « Vous voulez passer du temps avec votre fille ? Je veux me souvenir de ce que ça fait d'être vivante au lieu de simplement exister. Et Lucy ? Eh bien, j'imagine que Lucy aimerait attraper des poissons et peut-être entendre des histoires sur la femme qui possède le ruisseau où son père pêchait quand il était un garçon.
Tom a senti son cœur sauter, alors qu'il réalisait qu'Helena avait écouté plus que ses mots, qu'elle avait entendu le désir en dessous. « Vous saviez que mon père pêchait au ruisseau de Miller ?» a demandé Tom, sa voix portant la surprise et quelque chose de plus profond, une connexion à des souvenirs qu'il pensait perdus pour toujours. Le sourire d'Helena a pris une chaleur qui a semblé remplir l'énorme pièce, la faisant se sentir moins comme un musée et plus comme un endroit où de vraies personnes vivaient et riaient et se souvenaient d'eux. « Votre père était James Brennan, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. Un grand homme aux yeux gentils et aux mains qui pouvaient réparer tout ce qui était cassé. Il venait au domaine lorsque Frédéric et moi étions jeunes mariés, il y a 20 ans maintenant. Frédéric l'a embauché pour réparer la clôture le long du pâturage nord, mais James s'arrêtait toujours au ruisseau après pour attraper le souper pour sa famille. Tom a senti sa poitrine se serrer avec le cadeau inattendu d'entendre le nom de son père prononcé par quelqu'un qui se souvenait de lui comme plus qu'un autre pauvre homme se débrouillant. Ça lui ressemble. Il disait toujours que le ruisseau de Miller avait les meilleures truites de 3 comtés, et il ne rentrait jamais chez lui les mains vides. Il m'a appris à attacher des mouches là-bas, quand j'étais à peine plus vieux que Lucie maintenant. Le souvenir est revenu net et clair. Les mains patientes de son père guidant ses petits doigts, le bruit de l'eau courant sur les pierres, la façon dont son père montrait où les poissons émévins se cachaient dans l'ombre des branches surplombantes. C'était un homme bon, a dit Helena. Votre père, Frédéric, a toujours dit que James Brennan était le menuisier le plus honnête qu'il ait jamais embauché. Il ne facturait jamais pour un travail qui n'avait pas besoin d'être fait. Il ne coupait jamais les coins même quand personne ne le remarquerait. Quand James est mort, Frédéric a voulu assister aux funérailles, mais j'étais enceinte et j'avais des complications, et il ne pouvait pas me quitter. La voix d'Helena portait un regret authentique, du genre qui vient des occasions manquées d'honorer les bonnes personnes. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à son garçon. Frédéric disait que James parlait de son fils comme les autres hommes parleraient de trésors enfouis, avec fierté et espoir pour l'avenir. Tom a dû ravaler l'émotion qui lui montait à la gorge. Son père était mort il y a 8 ans maintenant, mais entendre Helena parler de lui avec un tel respect et une telle chaleur a rendu la perte à la fois plus vive et en quelque sorte plus supportable. Il aurait aimé savoir que vous vous souveniez de lui. Papa disait toujours que la mesure d'un homme n'était pas la quantité d'argent qu'il avait dans sa poche, mais si les gens parlaient un bien de lui après qu'il soit parti. Tom a fait une pause, étudiant le visage d'Helena à la lumière du feu. Il m'aurait aussi dit d'arrêter d'être un imbécile et d'accepter votre invitation à aller pêcher, car une journée passée au bord de l'eau avec de la bonne compagnie valait plus que tout l'argent du monde. Helena a ri, un son qui a semblé la surprendre par sa spontanéité. Votre père était un homme sage. C'est donc réglé. Demain, nous emmènerons Lucie pêcher au ruisseau de Miller et nous verrons si elle a hérité du talent de votre famille pour attraper des truites. Mais même en parlant, Tom pouvait voir l'incertitude s'insinuer dans son expression, la façon dont quelqu'un qui avait été isolé pendant des années pourrait douter de sa capacité à interagir avec un enfant. « Helena », a dit Tom doucement, reconnaissant la peur derrière son enthousiasme. « Vous savez que Lucie va vous poser 1 millier de questions, n'est-ce pas ? Les enfants de 6 ans ne connaissent pas la signification de la conversation polie. Elle voudra tout savoir sur vous, votre maison, pourquoi vous avez autant de livres, si vous avez déjà vu un ours et si vous pensez que sa poupée est jolie, même si elle n'a pas vraiment de poupée. Je n'ai pas parlé à un enfant depuis des années, a admis Helena, sa voix portant la vulnérabilité de quelqu'un qui avoue une profonde insuffisance. Je ne saurais même pas quoi lui dire. Et si elle ne m'aime pas, et si je dis quelque chose de mal et que je lui fais peur, Tom pouvait voir la solitude qui avait poussé Helena à faire son offre originale, se battre avec son désir sincère de se connecter. Et il a ressenti une féroce protection envers cette femme qui avait tout sauf les choses qui comptaient le plus. « Helena, Lucie va vous aimer », a dit Tom avec la confiance tranquille d'un père qui connaissait le cœur de sa fille. « Vous savez pourquoi ? Parce que vous allez l'écouter. Vraiment l'écouter, pas seulement attendre votre tour pour parler. Vous allez vous soucier de ses réponses quand elle vous parlera de ses fleurs préférées ou de la raison pour laquelle elle pense que les nuages ressemblent à des animaux. Vous allez la traiter comme si elle comptait, et c'est tout ce que n'importe quel enfant veut vraiment. Savoir que quelqu'un les voit et pense qu'ils valent la peine d'être écoutés. Les yeux d'Helena se sont remplis de larmes à nouveau, mais cette fois, elles semblaient être des larmes d'espoir plutôt que de désespoir. Oh mon Dieu, a-t-elle soufflé. Oh, ce pauvre petit ange, comment porte-t-elle de telles inquiétudes dans un si petit cœur ? La transformation dans la voix d'Helena était remarquable.
Disparut le contrôle prudent et la distance polie, remplacés par la tendresse féroce d'une femme dont les instincts maternels a été dormants mais jamais morts. Tom a réalisé qu'en s'inquiétant de la réaction de Lucy à Helena, il n'avait pas réussi à considérer qu'Helena pourrait avoir besoin de Lucy, tout autant que Lucy avait besoin d'elle. « Elle les porte de la même manière que vous », a dit Tom doucement, en se levant tous les matins et en réessayant, en trouvant de petites joies dans des choses de simples, en espérant que demain pourrait être le jour où quelqu'un la verra pour qui elle est vraiment et décidera qu'elle vaut la peine d'être gardée. Le parallèle entre Helena et Lucy n'a échappé à aucun des deux. Deux âmes séparées par des décennies, mais unies dans leur besoin fondamental de compter pour quelqu'un, d'être choisies et chéries pour elles-mêmes plutôt que pour ce qu'elles pouvaient fournir. Helena s'est levée soudainement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et revenant avec une énergie nerveuse. « Tom, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Ce voyage de pêche, cette cour que vous proposez, est-ce parce que vous voulez sincèrement apprendre à me connaître, ou est-ce parce que vous avez pitié de la veuve solitaire qui est si désespérée pour de la compagnie qu'elle est prête à la payer ?» Sa voix portait un tremblement de peur, la terreur de quelqu'un qui avait été blessé assez de fois pour remettre en question même les gestes les plus gentils. Tom s'est levé pour la rencontrer, comprenant que ce moment déterminerait s'ils avançaient ensemble ou s'ils se retiraient dans leur forme de solitude séparée. « Helena, je vais vous dire la vérité, même si cela vous met mal à l'aise. Quand je suis entré dans cette pièce ce soir, j'ai vu la femme la plus belle que j'ai rencontrée en 3 ans. Pas à cause de votre robe chère, ou de vos cheveux parfaits, ou de ce manoir qui coûte probablement plus cher à chauffer que ce que je gagne en 1 an. J'ai vu la beauté dans la façon dont vous avez essayé de cacher votre solitude derrière des propositions d'affaires, dans la façon dont vos mains ont tremblé quand vous avez parlé de dîner seul, dans la façon dont vous avez regardé par cette fenêtre comme si vous cherchiez quelque chose que vous aviez perdu et que vous n'étiez pas sûr de jamais retrouver. » Le souffle d'Helena s'est coupé dans sa gorge, et Tom pouvait voir que ces mots allaient soit guérir quelque chose de brisé en elle, soit la briser complètement. « J'ai été seul pendant 3 ans, Helena, et pendant tout ce temps, je n'ai pas rencontré une seule personne qui m'a donné envie de risquer mon cœur à nouveau. Mais assise ici ce soir, à vous écouter parler de livres et de solitude, et de la façon dont vous regrettez d'avoir quelqu'un avec qui vous disputez à propos de personnages de fiction, je me suis souvenu de ce que ça faisait de vouloir quelque chose de plus que la simple survie. Je me suis souvenu de ce que ça faisait d'espérer que peut-être, juste peut-être, il y avait quelqu'un quelque part qui pouvait comprendre le poids que je portais seul. Vous ne dites pas cela juste pour être gentil ? A demandé Helena, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Vous ne proposez pas de me courtiser parce que vous avez pitié de la veuve pathétique qui est si affamée de connexion humaine qu'elle est prête à l'acheter ? Tom s'est rapproché, assez près pour voir les larmes qu'elle essayait si fort de ne pas verser, assez près pour sentir la légère odeur de lavande qui s'accrochait à ses cheveux. « Helena Hartwell, a dit Tom, sa voix portant toute la sincérité qu'il possédait. Je demande à vous courtiser parce que en une soirée vous m'avez rappelé ce que ça fait d'avoir une vraie conversation au lieu de simplement échanger des informations nécessaires, parce que vous êtes souvenu de mon père avec gentillesse et respect, parce que vous êtes prête à passer une journée à pêcher avec une fille de 6 ans même si l'idée vous terrifie, parce que vous êtes assez courageuse pour admettre que vous êtes seule au lieu de faire semblant de n'avoir besoin de personne. Et parce que quand vous souriez, vraiment souriez, pas ce masque poli que vous portez, cela illumine toute cette pièce comme le soleil se levant après la plus longue nuit d'hiver. » Helena a souri alors, l'expression radieuse qui l'a transformée d'une veuve convenable en une femme vivante de possibilités. « Tom Brennan, a-t-elle dit, sa voix stable maintenant et remplie de quelque chose qui aurait pu être de la joie. Je serais honoré que vous me courtisiez, et je serais ravi de vous emmener, vous et Lucy, pêcher demain, en supposant qu'elle ne soit pas dérangée de partager son père avec une femme stupide qui a oublié comment appâter un hameçon. » Tom a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine, un nœud de solitude et d'inquiétude qui avait été si serré pendant si longtemps qu'il avait oublié qu'il était là. « Lucy va vous aimer, » a répété Tom, et cette fois, il en était certain. « Et Helena, vous n'êtes pas stupide. Vous êtes courageuse. Il faut du courage pour ouvrir sa porte quand quelqu'un frappe après la tombée de la nuit. Et il faut encore plus de courage pour ouvrir son cœur quand quelqu'un frappe là aussi. » Helena a tendu la main alors, ses doigts effleurant les siens dans le plus léger des contacts. Mais cela a envoyé de la chaleur à travers tout le corps de Tom, comme un éclair dans un ciel clair. « À quelle heure dois-je vous attendre demain ?» a demandé Helena.
Et Tom pouvait entendre l'excitation monter dans sa voix, l'anticipation de quelqu'un qui avait quelque chose à attendre avec impatience pour la première fois depuis des années. « Nous serons ici au lever du soleil », a promis Tom. Lucie aime arriver tôt au ruisseau avant que les poissons ne deviennent paresseux et ne décident de faire la grasse matinée. Elena a ri de cela, un autre son de bonheur authentique qui a rendu l'énorme pièce chaleureuse et accueillante au lieu de froide et vide. Alors que Tom se préparait à partir, Elena l'a accompagné à la porte et il a pu voir qu'elle se battait contre l'envie de lui demander de rester plus longtemps, de continuer à parler jusqu'à ce que le soleil se lève plutôt que de retourner au silence qui remplissait sa maison comme une chose vivante. « Eternanitoire. Etra... Elena », a dit Tom en tendant la main vers la poignée de la porte. « Non merci. Pas seulement pour demain, mais pour ce soir, de m'avoir laissé voir qui vous êtes vraiment, au lieu de simplement la femme que tout le monde pense que vous devriez être. » Le sourire d'Elena était doux et authentique, l'expression de quelqu'un à qui on avait donné un cadeau inattendu. « Merci de m'avoir vu du tout, » a-t-elle répondu. « Et Tom, demain quand vous me présenterez à Lucie, ne lui dites pas que je suis riche ou que je possède la moitié du comté. Dites-lui simplement que je suis Elena et que je suis quelqu'un qui aimerait beaucoup être son ami. » Tom a hoché la tête, comprenant qu'Elena voulait être valorisée pour elle-même plutôt que pour sa situation, tout comme Lucie voulait être aimée pour qui elle était plutôt que pour ce qu'elle pouvait fournir. L'air du matin portait la promesse vive du printemps lorsque Tom et Lucie sont arrivés au manoir Hartwell, leur canneuse à pêche attachée sur le côté du cheval de Tom, et l'excitation de Lucie vibrant pratiquement à travers son petit corps comme de l'électricité, cherchant un endroit où se mettre à la terre. Elle avait été éveillée avant l'aube, tressant et retressant ses cheveux, jusqu'à ce que Tom doive finalement lui dire qu'elle était parfaite, et qu'elle devait arrêter avant de les transformer en nœuds. Lucie portait sa meilleure robe, la bleue avec de petites fleurs que Martha avait cousues à la main, et elle serrait un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies en chemin, déterminée à faire une bonne impression sur la mystérieuse dame qui possédait le ruisseau où papa pêchait quand il était un garçon. « Papa, et si elle ne m'aime pas ?» a demandé Lucie pour la 10e fois depuis qu'ils avaient sorti et quitté leur cabane, ses yeux sombres s'écarquillant avec le genre d'inquiétude qui semblait trop lourde pour un si petit visage. « Et si je dis quelque chose de mal et qu'elle décide que nous ne pouvons plus aller pêcher ?» Tom a mis pied à terre et a soulevé Lucie du cheval, s'agenouillant à sa hauteur pour pouvoir la regarder directement dans les yeux qui contenaient en elle la chaleur de Martha et sa propre détermination obstinée à voir le meilleur chez les gens, même lorsque le monde leur avait donné de nombreuses raisons de s'attendre au pire. « Lucie, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme, tu n'as pas à être autre chose que toi-même. Je te promets, tout va bien se passer. » Elena les attendait sur le large porche, une touche de couleur contre les colonnes blanches de sa maison. Elle portait une simple robe vert forêt et ses cheveux argentés étaient attachés avec un ruban qui correspondait à ses yeux. Elle avait l'air différente maintenant, moins comme une reine et plus comme une femme qui était nerveuse mais essayait de ne pas le montrer. « Tom, je dois avouer, a-t-elle dit alors qu'il s'approchait entre. J'ai cherché comment appâter un hameçon depuis que vous êtes parti hier soir. C'est une compétence que j'ai l'air d'avoir manqué dans mon éducation. » Tom a ri, le son chaleureux et authentique. « Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous apprendrez vite. » Lucie, toujours serrant son bouquet de fleurs sauvages, s'est rapprochée du côté de Tom, jetant un coup d'œil à la femme de derrière sa jambe. « C'est vous, la dame qui possède le ruisseau ?» a-t-elle demandé d'une petite voix, ses yeux écarquillés par un mélange de respect et de timidité. Elena s'est agenouillée à la hauteur de Lucie, ses mouvements lents et prudents, comme si elle approchait un animal sauvage qu'elle ne voulait pas effrayer. « Oui, petite, c'est moi. Et vous devez être Lucie. Votre père m'a tant parlé de vous. Et vous avez des fleurs pour moi ? Comme c'est charmant. » Lucie a timidement tendu le bouquet, et Elena l'a accepté avec la révérence de quelqu'un qui reçoit un cadeau inestimable. Elle a enfoui son visage dans les fleurs, respirant leur parfum simple et terreux. « Elles sont belles, Lucie. Merci. » Le visage de Lucie s'est illuminé, un sourire radieux qui a fait gonfler le cœur de Tom d'amour et de soulagement. « Elles viennent de notre jardin. Papa dit qu'on les appelle « gloire du matin ». C'est un nom parfait pour une fleur, tout comme vous, a dit Elena, et Lucie a gloussé, un son qui a semblé chasser le dernier froid du matin de l'air. Alors qu'ils marchaient vers le ruisseau, Elena a posé 1000 questions à Lucie, tout comme Tom l'avait prédit. Elle voulait savoir des choses sur l'école de Lucie et ses histoires préférées et ce qu'elle a aimé dessiner. Et Lucie, qui avait été si timide quelques instants auparavant, a bavardé comme un petit oiseau, sa voix pleine d'une joie et d'une liberté que Tom n'avait pas entendue depuis des années.
Il a vu Helena écouter, vraiment écouter, ses yeux brillants d'un intérêt sincère, alors qu'elle absorbait chaque détail du petit monde de Lucie. Quand ils ont atteint le ruisseau, Tom a montré à Helena comment appâter un hameçon, et elle a été maladroite au début, ses doigts manucurés tâtonnant avec le verre qui se tortillait. Mais elle ne s'est pas plainte, et elle n'a pas abandonné, et Tom a vu qu'elle était exactement comme il l'avait décrite. Courageuse. Et alors qu'il regardait Helena, une femme qui possédait plus de terre qu'il ne pourrait jamais en rêver, assise sur une rive boueuse et essayant patiemment d'appâter un hameçon, il a réalisé qu'Helena avait raison. Ce qu'il voulait ne pouvait pas être mesuré en acres ou en dollars. Ce qu'il voulait, c'était des dimanches matins avec Helena et Lucie, à lui apprendre à faire des crêpes pendant qu'Helena leur lisait des histoires de ses livres qu'elle aimait tant. Ce qu'il voulait, c'était des soirées comme celle-ci, assis sur le porche et parlant de leur journée et faisant des plans pour le lendemain. Ce qu'il voulait, c'était une vie à découvrir toutes les façons dont elle rendait leur petite famille complète. Le sourire d'Helena était radieux au clair de lune, l'expression d'une femme qui avait retrouvé son chemin après des années d'errance perdue. « Alors c'est ce que vous aurez », a promis Helena, scellant leur avenir d'un baiser qui avait le goût de l'éternité. À l'intérieur de la cabane, Lucie dormait paisiblement sous la courte pointe de sa mère, rêvant de poissons et de fleurs et de la femme merveilleuse qui avait promis d'être son amie. Dehors, deux cœurs qui avaient été brisés par la perte ont découvert que l'amour était bien la chose la plus précieuse au monde. Non pas parce qu'il pouvait être acheté ou vendu, mais parce qu'il choisissait de s'épanouir dans les endroits les plus inattendus, entre les personnes les plus improbables, créant des familles qui existaient non pas parce qu'elles le devaient, mais parce qu'elles le voulaient, parce qu'elles s'étaient choisies parmi toutes les possibilités du monde et avaient décidé qu'ensemble, c'était mieux que séparés.